il y a une citation qui est attribuée à Henry Kissinger. Qui est Henry Kissinger? C'est un ancien secrétaire d'État américain dans les années 70, au moment de la guerre froide. Et quelle est cette citation? Être un ennemi des États-Unis peut être dangereux, mais être un ami des États-Unis peut être fatal. Tous ceux qui ont suivi les événements qui sont passés depuis l'avènement de Trump comprennent réellement ce que ce secrétaire d'État américain de l'époque disait, que les intérêts vont primer non seulement sur les ennemis, mais aussi sur les amis, malheureusement. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver encore une fois à Kuzo Fada. Dans ma précédente vidéo, j'avais évoqué déjà l'arrivée de Donald Trump et j'avais fait quelques projections selon lui-même ce qu'il a dit qu'il va faire. Et petit à petit, on commence à voir que il suit sa ligne directive. J'avais déjà dit que pour le conflit, pour le génocide commis ou qui est en train d'être commis par Israël à Gaza, qu'il ne va rien faire, au contraire, il va les soutenir parce que c'est la politique américaine, que vous soyez démocrate ou républicain, ils sont tout le temps 100% avec Israël. Ça ne va pas changer. Et voilà, on est en train de voir. Et Netanyahou, le président israélien, a interdit l'aide humanitaire, a interdit à l'aide humanitaire de rentrer dans Gaza, ce qui est très grave, un crime et selon les lois internationales. Donc, il veut mettre la pression sur les forces de résistance pour qu'ils acceptent certaines conditions. Sinon, ils veulent affamer le peuple palestinien vivant à Gaza. Et aussi avec déjà la Cisjordanie, l'autre côté de la Palestine, de ceux qui restent de la Palestine, hein, est en train d'être aussi attaqués petit à petit. Ils veulent arriver à leur fin, expulser tous les Palestiniens de l'espace où les Palestiniens ont vécu pendant des millénaires. Deuxième chose, vous avez sans doute vu la vidéo extraordinaire, totalement inédite, de l'échange entre Trump et son vice-président Vance d'un côté et de l'autre côté Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, en visite à la Maison Blanche, et de l'autre côté, bien sûr, Donald Trump et son vice-président J.D. Vance. Donc vous avez vu l'échange musclé entre les deux parties. Trump veut mettre fin à la guerre. Il veut avoir un accord avec la Russie pour mettre fin à la guerre. Malheureusement, pour lui, et Zelensky veut continuer à se battre. Je ne sais pas, il n'a plus d'hommes, et ses hommes se font tuer. Il est en train de perdre la guerre. Selon tous les avis des experts, et même selon Trump, il est en train de perdre la guerre, mais il veut continuer quand même, parce que pour sa survie politique et aussi pour les intérêts économiques, financiers que ça peut lui rapporter, ainsi que les Européens. Les Européens aussi qui insistent pour continuer la guerre. Bien sûr, ce n'est pas eux qui vont mourir, ce n'est pas eux qui sont en train de se battre sur le front. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose. Trump, comme j'avais dit, il allait essayer de mettre fin à la guerre au niveau de la Russie. Pourquoi est-ce que Trump veut mettre fin à la guerre au niveau de la Russie? Il ne faut pas se leurrer. Cette guerre, c'est une guerre américaine contre la Russie. Rien d'autre. Les États-Unis, c'est eux qui sont derrière tout ça. Donc, l'Europe dépend des États-Unis quand il s'agit du côté militaire. Et l'OTAN, c'est l'outil américain. Donc, l'Europe est du côté des États-Unis et pas l'allié et le subordonné des États-Unis, l'Europe. Donc, si les États-Unis veulent faire la paix, maintenant ils sont en train de crier à gauche, à droite, non, il faut continuer, il faut continuer. C'est pour essayer de mettre la pression sur Trump pour qu'il continue. Mais s'il refuse, ça ne va pas se faire la guerre. Ils seront obligés d'accepter parce que sans les États-Unis, et Donald Trump l'avait bien dit au Premier ministre, et comment on appelle ça, britannique, qui parlait de continuer la guerre, tout ça, et Donald Trump lui avait dit, tu penses que vous pouvez le faire sans nous? Et le gars, il était resté un peu silencieux quelques secondes, parce qu'il était choqué, parce qu'il ne s'attendait pas à ce que Trump lui dise ça. Donc si tu es en train de dire ça, en fait, juste parce que tu sais que nous, on est là, c'est nous qui allons assurer. Si on refuse de te suivre, est-ce que tu penses que tu peux combattre Poutine? Donc voilà.
Pourquoi les États-Unis veulent arrêter la guerre? C'est simple. Les États-Unis veulent se concentrer. Trump, il est en train d'être pragmatique. Il voit, ils ont plusieurs fronts et les États-Unis ne sont plus en mesure de tout faire. Ça, c'est important à comprendre. Les États-Unis n'ont plus la capacité militaire, économique, diplomatique. Ils n'ont plus cette superpuissance a été réduite avec l'émergence d'autres puissances. Donc, il essaie de se reconcentrer sur les priorités. Et l'Ukraine ne peut plus être une priorité parce que de toute façon, c'est une guerre perdue d'avance. Ils ne peuvent pas battre Poutine en Europe de l'Est. Donc, pourquoi sacrifier tous les moyens là-bas? Il veut se retirer de là-bas. Il veut un peu que l'Europe se prenne en charge, ce que l'Europe refuse, parce que là, l'Europe veut faire la guerre tout en sachant que c'est en réalité les États-Unis qui ont les moyens, surtout au niveau de la guerre aérienne et l'artillerie, tout ce qui concerne les équipements, le renseignement, tout ça, c'est les États-Unis. CIA, NSA, les avions de chasse, l'armement, tout ce qui est lourd, les bombes, tout ça, c'est vraiment les États-Unis. Donc, si l'Europe insiste, c'est pour un peu attirer les États-Unis à rester. Mais si les États-Unis refusent de les accompagner, je pense qu'ils vont cesser de faire du bruit et accepter la défaite et accepter un accord sur les termes du président Poutine de la Russie. Donc les États-Unis, une fois qu'ils vont fermer cette porte qui n'a pas marché contre la Russie, ils vont se concentrer sur la Chine, bien sûr. Parce qu'ils l'ont dit plusieurs fois, la Chine, c'est vraiment le vrai rival des États-Unis. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, la Russie, peut-être c'est un rival des États-Unis sur le plan militaire seulement. Mais économiquement, il n'y a pas de débat. La Russie, c'est quoi, 3 000, 4 000 milliards de dollars en PIB. Et les États-Unis, c'est 27 000 milliards de dollars en PIB. Donc, vraiment, la Russie, c'est juste militaire. Mais quand il s'agit de l'économique et de tous les plans technologiques, innovation, tout, c'est vraiment la Chine qui est le vrai rival des États-Unis. Ça, c'est un rival qui a tout pour dominer. Et donc, la Chine et les États-Unis veulent se concentrer sur la Chine. Ils veulent essayer de diviser l'amitié. Pas l'amitié, mais comme il n'y a pas d'amitié, qu'est-ce qu'on va dire? L'alliance entre la Russie et la Chine. Les États-Unis veulent le faire en ramenant la Russie dans leur camp. Et je pense que Poutine voit clair dans le jeu, il ne va pas accepter. Donc les États-Unis se concentrent sur la Chine, essaient de bien rivaliser pour que la Chine ne domine pas, parce que la Chine est bien partie pour dominer les prochaines années, économiquement, technologiquement, au niveau des innovations. La Chine est sérieusement dans un bon tempo. Ils sont en train de bien partir sur tous les plans statistiques. Quand vous regardez, la Chine, c'est vraiment... Je pense que même si les États-Unis se concentrent sur comment stopper la Chine, si on met la guerre de côté militaire, je ne crois pas que les États-Unis soient en mesure de le faire. Je pense que c'est fini. La Chine a atteint un niveau où c'est impossible pour les États-Unis de les arrêter. Ils peuvent ralentir certaines choses. Ils peuvent mettre les Européens dans leur camp, créer un camp avec les Européens et quelques pays de l'Amérique latine. Mais je ne pense pas que ça va aller plus loin que ça. Le reste du monde sera obligé, même s'il n'est pas dans le camp chinois. Bon, les Chinois ne cherchent pas à ce que vous soyez dans leur camp. Mais l'essentiel pour les Chinois, comme ce sont des gens qui sont dans le business, dans l'économique, c'est ça qui les intéresse. Je pense que le reste du monde va continuer à collaborer avec la Chine dans leur propre intérêt, parce que la Chine, c'est l'usine du monde. 33% de la production industrielle mondiale, c'est en Chine. 33%. Donc, un produit sur trois dans le monde, c'est en Chine. Think about it. C'est énorme. Un seul pays, ils ont 33%. Le deuxième pays, c'est les États-Unis qui sont autour de 15-16%. Donc, vous voyez, troisième pays, il y a le Japon, ensuite l'Allemagne, ou l'Allemagne, le Japon, ainsi de suite.
Mais les États-Unis et la Chine, dans la production industrielle, elles dépassent les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et quel autre pays l'a combiné, la Chine les dépasse. Donc, les États-Unis vont vraiment se concentrer sur la Chine. Maintenant, au Proche-Orient, ça, comme je l'ai dit au début de la vidéo, Donald Trump ou les États-Unis d'une manière générale, ils voient ces pays-là comme des pays faibles. En fait, les pays arabes, avec tout le respect, c'est comme les pays africains, mais qui sont un peu plus riches. Ils nous dépassent en richesse. En dehors de ça, politiquement, ils sont aussi faibles que les Africains. Il faut le reconnaître. Parce que, regardez bien, ils sont combien de pays arabes? Et pourtant, Israël est en train de maltraiter des autochtones, des Palestiniens, à quelques kilomètres de leurs frontières, et personne n'est capable de faire quelque chose. Aujourd'hui, aucun pays arabe ne peut amener un verre d'eau à Gaza sans que Israël ne donne l'autorisation. Think about it. Vous voyez, donc, pour les États-Unis, ça, ce sont des faibles. Donc, ils ne vont pas trop se concentrer sur eux, sauf le cas de l'Iran, qui est la plus grande menace pour Israël. Bon, ce ne sont pas des Arabes, même si ce sont des musulmans. L'Iran, c'est la plus grande menace, et l'Israël veut que les États-Unis aillent se battre à leur compte. Ils veulent que les États-Unis les soutiennent pour combattre l'Iran, parce qu'ils savent que un contre un, ils ne peuvent pas battre l'Iran. Ils ont besoin des États-Unis. De toute façon, Israël, tout ce qu'ils font, à chaque fois, ils ont besoin des États-Unis. Hein. Sinon, ils ont l'armée aérienne, ils ont l'infanterie, ils ont l'armée navale. Ils ont tout ce qu'ils veulent au niveau de l'armement. Tout ce qu'ils ont demandé, les États-Unis envoient, les Européens envoient, beaucoup de pays ils envoient. Mais malgré ça, ils sont incapables de combattre un petit groupe de résistance dans une enclave, dans un endroit où même l'accès, personne ne peut rentrer ou sortir sans leur autorisation. Et pourtant, ils étaient incapables de battre. Donc vous voyez que même avec le soutien, s'ils sont incapables de battre, je ne pense pas que sans le soutien des États-Unis, ils puissent faire quelque chose contre les autres pays en réalité. Les autres pays arabes, c'est vrai, je dis qu'ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent même pas amener de l'eau à Gaza sans l'autorisation d'Israël. Mais en réalité, la vraie force d'Israël, c'est que c'est les États-Unis. Ils ont un lobby très puissant. Tous les politiciens américains mangent de leurs mains. Ce qui fait que quand ils veulent quelque chose, tant qu'il s'agit du Proche-Orient, les Américains ne font que ce qu'ils veulent. Donc vous voyez, si aujourd'hui Israël parvient à provoquer une guerre avec l'Iran, les États-Unis, ils vont forcer les États-Unis à participer. Parce que là, les États-Unis vont dire on va aller soutenir nos alliés. Et les États-Unis vont soutenir Israël. Et devinez qui va soutenir l'Iran? La Russie. Et voilà, ça commence ainsi. Si l'Europe s'ajoute, de l'autre côté, vous aurez peut-être la Chine ou les trucs Corée du Nord, etc., qui vont s'ajouter de l'autre camp. Donc vous voyez déjà, on est en train de voir un scénario où on pensait que la guerre, moi je ne pense pas que la guerre va se développer à partir de l'Ukraine. Mais forcément, certainement, ça va se développer à partir du Proche-Orient, au niveau de Israël, Iran. Si jamais ce conflit-là, Dieu préserve, éclate, c'est ça qui risque d'amener les autres parties. Et d'autant plus que la Chine a intérêt à intervenir du côté iranien parce qu'ils importent à peu près 10% de leur carburant, la production pétrolière, 10% vient de l'Iran. Et les Israéliens, selon leur plan, s'ils veulent attaquer, ils veulent attaquer les infrastructures pétrolières iraniennes. Vous savez que l'Iran, c'est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Et en attaquant, ils risquent de priver la Chine de 10% de sa consommation d'énergie, ce qui est énorme. Donc la Chine ne va pas rester les bras croisés. Certainement qu'ils vont vouloir tout faire pour empêcher une certaine guerre et peut-être même intervenir militairement si jamais la guerre éclate. Voilà. Je dis tout ça, mais conclusion, je n'ai pas parlé de l'essentiel pour nous les Africains.
quel est le scénario? Pour l'instant, je peux parler du cas de l'Afrique de l'Ouest. Les pays de l'AES se sont séparés de la CEDEAO et l'AES est clairement dans le camp de la Russie en ce qui concerne l'Ukraine. Bien que l'AES, je pense que même si une guerre éclate, normalement tout pays africain qui comprend ne va pas réellement intervenir militairement. Vous pouvez apporter des soutiens d'une autre manière, mais je ne pense pas que ce soit notre guerre à faire. Donc, que ce soit les pays de la CEDEAO ou les pays de l'AES ou les autres pays, je pense que de toute façon, à part les hommes qu'on peut fournir, on n'a pas encore cette capacité à réellement aller combattre dans ce genre de conflit où si vous avez les États-Unis et des pays, des puissances nucléaires de part et d'autre, États-Unis, Russie, et Europe, Chine, tout ça, vous voyez que vraiment, le mieux à faire, c'est d'observer et de ne pas intervenir. Parce que sinon, si la guerre s'invite encore chez nous, avec la situation déjà qu'on a, je ne pense pas que ça soit dans notre intérêt, nous les Africains. Voilà, mais honnêtement, dans le fait que les Européens veulent continuer à faire la guerre avec la Russie, c'est quelque part une bonne chose pour les Africains. Parce que si jamais les Russes, les Européens, les Américains font la paix, et les Chinois aussi ils font la paix, ils vont venir maintenant se servir en Afrique. Ils n'auront plus d'autres soucis, en fait. Les Européens, je parle surtout des Européens, parce que surtout les Français, ils l'ont dit, pas seulement eux, mais vu le lien colonial qui a existé entre nous, donc quand ils seront dos au mur, ou bien quand ils veulent se procurer des ressources et qu'ils voient que ces ressources-là, c'est en Afrique, et qu'ils n'ont pas vraiment de respect pour les Africains, parce qu'on n'a pas réellement fait la guerre contre eux lors de l'indépendance. Il y a eu des résistances lors de la colonisation, mais les indépendances, d'une manière globale, c'est des indépendances qui ont été accordées. C'est pour cela que ça n'est pas très efficace. Les vraies indépendances où c'est efficace, là, c'est les indépendances où vous vous battez pour vous libérer et il y aura des martyrs, il y aura des morts, mais après, il y aura plus de respect. Maintenant, c'est pour cela qu'ils nous voient comme si ils nous ont fait une faveur en nous donnant l'indépendance et qu'ils peuvent revenir à tout moment reprendre leur place. Donc, je pense que selon notre capitaine Ibrahim Traoré, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Si jamais c'est leurs intentions de venir, nous sommes prêts. Voilà, je voulais juste faire un récapitulatif de la situation géopolitique et de ce qui est en train de se passer. Mais le nerf de la guerre, comme vous le savez, c'est l'argent. Donc, les ressources, tout ce qui est économique, c'est ça qui est le nerf de la guerre. C'est ça qui est le nerf de la guerre en Ukraine. C'est ça qui est le nerf de la guerre au Proche-Orient. C'est ça qui est le nerf de la guerre entre, pas la guerre, mais la rivalité maintenant entre la Chine et les États-Unis. Et c'est ça qui est vraiment le nerf de la guerre en Afrique. Parce que tout le monde veut venir se servir en Afrique. Et nous, c'est de notre devoir de ne pas accepter et d'utiliser nos propres ressources pour permettre à ce que la population vive bien. Voilà les amis, je m'arrête ici. Et si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à partager, à aimer. Ça soutient énormément la chaîne. On se retrouve très bientôt. Assalamu alaikum.